Salut à tous, c'est Pierre-Yves. Aujourd'hui, je vais essayer de vulgariser ce que c'est que la bourse et ce que sont les marchés financiers. Je devrais préciser tout de suite que moi, j'ai pas fait d'études d'économie, je suis pas économiste, j'ai pas de diplôme pour prouver mes connaissances, mais je me suis pas mal renseigné de mon côté, j'ai pas mal lu, j'ai écouté beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet. Il y a notamment la chaîne Eureka qui est vraiment géniale et qui est tenue par un ancien trader qui explique très, très très bien, qui est très pédagogique dans tout ce qui est économique, même si il faut sûrement aller chercher ces vieilles vidéos pour réussir à comprendre ce qu'il fait maintenant, puisque ces vidéos en fait se construisent les unes sur les autres, et c'est beaucoup plus simple d'avoir vu les anciennes pour comprendre les plus récentes. Allez, c'est parti. Alors déjà, la bourse, ça sert à quoi? Bon, bah, tout simplement, quand vous avez de l'épargne, donc quand vous avez de l'argent que vous n'allez pas dépenser parce que vous êtes déjà propriétaire, parce que vous avez déjà une voiture, eh bien, cet argent-là, vous pouvez tout simplement le laisser soit sur votre compte en banque, soit aller l'enterrer dans votre jardin, ou soit acheter de l'or avec. Mais c'est plus intéressant du point de vue financier de l'investir, par exemple, dans un compte épargne, tout simplement, hein, qui est un compte qui va vous rapporter un intérêt. Et puisque l'argent, ça ne pousse pas sur des arbres, eh bien cet intérêt-là, il va bien venir de quelque part. Il vient de la bourse où votre épargne investie va être mise par exemple dans une action et cette action va vous rapporter de l'argent en plus, d'où le taux d'intérêt. Alors ça peut être fait quand vous le mettez sur votre compte d'épargne, c'est pas vous qui êtes propriétaire directement d'une action, c'est la banque qui va le faire à votre place, etc. etc. Et évidemment, plus en gros l'investissement est risqué, plus il va rapporter. Puisque par exemple un compte d'épargne, ça aujourd'hui, ça rapporte quasiment rien du tout, mais c'est pas risqué parce que théoriquement, votre argent qui est dessus est garanti. Mais par contre, des produits comme les assurances vie qui rapportent plus, eux, le capital, donc l'argent investi dessus, peut être perdu. Et c'est le cas pour la majorité des actifs financiers, la mise peut être perdue complètement. Et c'est pour ça que c'est assez risqué d'aller en bourse ou sur ce genre de marché. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment, puisque la bourse s'est complètement effondrée suite à la crise du coronavirus. Alors pourquoi elle s'est effondrée? Parce que la bourse, enfin pour les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est censé représenter la valeur future de la boîte. Alors, c'est-à-dire qu'une action vous rapporte des dividendes, donc c'est comme un loyer, vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise, et en contrepartie de l'argent que vous avez mis dedans, l'entreprise vous ramène un loyer, des dividendes, on appelle ça. Et forcément, les entreprises, selon leur taille, selon leurs bénéfices à venir, vont vous donner plus ou moins de dividendes. Et le dividende entre en compte dans la valeur de l'action. Mais la valeur de l'action reflète aussi ce que les marchés pensent de l'entreprise sur le long terme. Est-ce que les marchés financiers, est-ce que tous les acteurs financiers de la bourse pensent que cette entreprise va s'agrandir, va devenir meilleure, va devenir plus compétitive, etc. Tout ça va faire que le prix de l'action va devenir plus important, va augmenter, on dit. Et donc, si vous achetez une action à 100, c'est pour toucher des dividendes régulièrement, mais c'est aussi dans l'espoir que l'action va valoir plus cher avec le temps. Et donc peut-être que le jour où vous allez la revendre à 150, peut-être au lieu de 100. Donc vous allez faire un bénéfice. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que cet argent n'a pas été revendu, eh bien, en fait, vous ne l'avez pas tout simplement, hein. Vous avez un titre de propriété d'une entreprise, mais vous n'avez pas le cash, vous n'avez pas l'argent. Donc dire que l'argent s'évapore quand il y a une crise bancaire, une crise boursière, c'est pas tout à fait vrai, hein. Ce qui disparaît, c'est le bénéfice envisagé. Donc, c'est de dire, j'avais des actions qui valaient tant, je pensais qu'elles valaient tant, mais finalement elles valent moins, mais j'ai toujours les titres de propriété. Donc, du coup, quand une action baisse, si vous l'avez achetée à 100 et qu'elle vaut 70, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, vous pouvez attendre que le prix remonte pour revendre à 100 et comme ça, vous ne perdrez rien. Mais le problème, c'est qu'il y a des systèmes financiers qui font qu'on est un peu obligé de vendre. Donc, quand vous achetez des actions par effet de levier, donc c'est-à-dire quand vous allez voir un acteur financier, vous allez lui contracter un prêt auprès de lui pour lui dire je vais utiliser l'argent que tu me prêtes pour acheter des actions,
eh bien, lui va prendre ses précautions. Il va dire: «Oui, mais si le prix de l'action, baisse sous un certain seuil, eh bien, tu vas devoir vendre pour pouvoir me rembourser le prêt que je t'ai fait et comme ça, moi, je n'aurai pas de perte. Mais par contre, celui qui a choisi de prendre le risque de l'effet de levier, eh bien, va avoir des pertes et qu'il va devoir éponger». Et c'est pour ça que, comme c'est pas un choix si vous voulez, c'est vraiment contractuel, on appelle ça les effets de marge. Quand il y a des seuils d'effets de marge qui sont atteints, suite à une grosse baisse, eh bien, il y a des acteurs financiers qui sont obligés de vendre leur position, de liquider leur position, on dit, pour récupérer de la liquidité, donc du cash, de l'argent, pour rembourser les prêts qu'ils ont faits, par effet de levier. Et donc, du coup, c'est auto-entraîné, si vous voulez. Si la bourse baisse, ça va amener à avoir des effets de seuil, et ces effets de seuil vont faire que plus de gens, plus d'acteurs financiers vont devoir vendre, vont être obligés de vendre, et plus il y a de gens qui vendent, plus le prix de l'action baisse, forcément, moins il y a d'acheteurs. C'est un effet d'offre et de demande assez simple. Et donc, c'est ce qui s'est passé en ce moment, et c'est pour ça que la baisse de la bourse peut être très brutale, comme elle l'a été dans ces dernières semaines, hein. Et ça peut continuer à baisser d'ailleurs. Et sur la bourse, donc là, je vous ai pour l'instant parlé du marché action, mais il y a aussi le marché obligataire, on dit, qui est le marché de la dette. Donc l'argent de votre épargne, vous pouvez choisir de l'investir dans des actions, mais aussi dans des obligations. Les obligations, c'est juste une reconnaissance de dette, hein. Donc vous allez prêter votre argent à un État ou à une entreprise, et cet État, cette entreprise va vous rendre votre argent avec un intérêt d'ici quelques temps. Et ça s'appelle une obligation. Et il faut savoir que le marché obligataire euh, est énorme en termes de volume. Il est juste gigantesque, quoi. Et en ce moment, il est aussi soumis à des fluctuations, surtout à la baisse, très très importantes, puisque comme le marché action, hein, puisque le marché action, c'est le bénéfice futur des entreprises, la valeur future des entreprises, eh bien forcément cette valeur est impactée par le coronavirus, puisque l'économie réelle est à l'arrêt, quasiment complet. Ça va avoir un impact sur la valeur des entreprises. Elles ne vont pas pouvoir faire autant de bénéfices qu'escomptés. Et donc la valeur de leur action reflète ça, c'est normal. Et sur le marché obligataire, ça a aussi un impact puisque en fait toutes les entreprises sont endettées, ou quasiment toutes. Et ça, il faut préciser pourquoi. Alors c'est parce que déjà ça fait 20, 30, 40 ans depuis la financiarisation de l'économie qu'on a encouragé tous les acteurs financiers à s'endetter, entreprises comme État, comme banques, puisque les taux d'intérêt sont devenus progressivement de plus en plus bas, voire négatifs. Et donc c'était de plus en plus intéressant de contracter de la dette, puisque la dette ne coûtait quasiment plus rien à rembourser et permettait des bénéfices, puisque la dette permet de racheter son concurrent, d'investir, etc. Et donc tout ça fait que les acteurs financiers se tiennent par la dette. Et donc si les entreprises ont leur cours d'action qui baisse, eh bien leur valeur diminue et ça met en doute leur capacité à rembourser toutes les dettes qu'elles ont contractées. Et les marchés obligataires deviennent de plus en plus frileux, on devient de plus en plus frileux à l'idée de prêter de l'argent à une boîte dont on sait qu'elle va faire beaucoup moins de bénéfices que prévu et qui sera peut-être en faillite. Donc en faillite, elle ne sera plus en capacité de rembourser. Et donc l'argent que vous lui donnez, peut-être que vous ne le reverrez plus. Et dans ces cas-là, pour vous assurer contre ce risque-là, ou pour que l'échange soit intéressant pour vous, si vous voulez, vous allez demander à l'entreprise un taux d'intérêt plus élevé qu'avant. Donc les marchés, les taux obligataires augmentent, et ça devient, c'est pareil, c'est auto-entretenu, ça devient de plus en plus dangereux pour les boîtes, puisque si les taux d'intérêt augmentent, elles sont moins en capacité de rembourser leurs dettes, et moins elles sont en capacité de rembourser leurs dettes, plus les taux obligataires augmentent. Vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux en ce moment. Moi, ce que je voudrais surtout faire remarquer, c'est que les médias, moi j'ai regardé le JT hier soir, enfin voilà, évidemment, ils parlent que du coronavirus, mais à 90%, c'est que sur le côté sanitaire de la chose, hein, toutes les mesures qui sont mises en place, voilà, les hôpitaux, ils parlent un petit peu des entreprises impactées, les restaurants, ce genre de choses, mais en fait, le vrai impact du coronavirus, hein, sur le long terme, ce sera vraiment la crise économique qui vient derrière,
puisque le cours des bourses a tellement chuté de façon tellement brutale qu'il y aura des conséquences dramatiques sur l'économie réelle, qui pour l'instant ne se font pas sentir, c'est vrai, hein, c'est pour ça que les médias n'en parlent pas, mais ça va venir. Puisque quelque chose à faire remarquer, c'est que si le prix d'une action baisse, ça n'impacte pas directement une entreprise. Même si voilà, Renault perd 50% sur le prix de ses actions, les voitures Renault existent toujours, les usines Renault existent toujours, les magasins Renault existent toujours. Si l'action Renault prend moins 50%, les voitures Renault ne sont pas moitié moins bien qu'avant. C'est pas vrai. Donc il y a quand même une déconnexion entre les deux, mais le lien entre le marché financier et l'économie réelle se fait surtout par les banques en fait. Puisque parmi les acteurs financiers les plus importants, il y a les banques d'affaires qui sont chargées de faire des prêts entre entreprises, entre banques, entre États, si vous voulez, et qui spéculent sur les marchés financiers pour faire de l'argent. Et ces banques-là vont être impactées parce qu'elles ont beaucoup prêté à des entreprises qui ne seront pas forcément en mesure de les rembourser. Et comme ces banques-là, les banques d'affaires, sont en fait aussi des banques de dépôt, il y a quelques décennies, elles étaient séparées, mais maintenant elles sont ensemble, hein. Donc l'exemple le plus frappant, c'est BNP Paribas, qui auparavant étaient deux banques différentes, BNP et Paribas, une banque d'affaires, une banque de dépôt, et qui maintenant sont la même banque, hein. Donc si la banque d'affaires est en faillite, la banque de dépôt aussi. Et la banque de dépôt, eh ben, c'est votre argent, hein. Ça veut dire que vous ne pourrez peut-être pas accéder à votre argent, ou de façon très limitée, comme au Liban, 100 dollars par semaine, et peut-être même que vos comptes seront ponctionnés, puisque pour ne plus être en faillite, pour éponger ses dettes, la banque va aller chercher du fric absolument partout. Et c'est à cause de ça que la crise bancaire peut avoir un impact sur l'économie réelle. Et pourquoi les banques d'affaires seront en faillite? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises, comme je vous disais, ne pourront pas forcément rembourser leurs échéances de prêts, de dettes. C'est pour ça que l'État est venu, enfin l'État français, mais je crois que ça s'est fait dans tous les pays qui ont été mis en quarantaine, les États sont venus pour dire nous allons autoriser les entreprises à ne pas payer leurs factures, enfin à repousser leurs factures, à repousser leurs échéances, à repousser leurs impôts pour qu'elles puissent ne pas faire faillite, au moins pas tout en même temps, au moins pas toutes d'un coup, pour limiter l'impact, si vous voulez, sur les banques. Puisque ça, c'est vraiment ce qui fait très peur au pouvoir, c'est les banques, les banques, les banques, puisque si les banques ferment, eh bien là, la population va ressentir la crise, le problème, et va être mise dans une telle situation qu'elle fera la révolution, en gros, puisque vous imaginez déjà que Macron ne tient pas à grand-chose. S'il y avait 10, 100 fois plus de gilets jaunes qui sont vraiment très énervés parce qu'ils n'ont pas accès à leur compte en banque, ils ne peuvent plus acheter à manger, ils ne peuvent plus payer leur loyer, vous imaginez bien que le gouvernement ne tient pas longtemps. Et donc les États vont se mettre garants, vont contracter plus en plus de dettes pour sauver le système bancaire. C'est vraiment la seule solution qu'ils ont. Et une autre partie de leur réponse, ça semble d'aller vers l'hélicoptère monnaie ou la théorie monétaire moderne, mais ça on en parlera une prochaine fois parce que c'est un peu complexe, un peu long. Mais voilà, ça arrive, hein. Donc la création monétaire va bientôt profiter à tous, mais je ne sais pas si on va vraiment en bénéficier. Ça arrive en tout cas, c'est déjà le cas aux États-Unis avec un projet de loi qui est prévu pour être passé bientôt, où chaque Américain va recevoir 1000 dollars, voilà, de la part du gouvernement, créé pour l'occasion, avec l'idée que le fait de donner ces 1000 dollars va relancer la machine économique puisque les gens vont les dépenser et donc ça va relancer la consommation et d'ailleurs ça va relancer les entreprises. Eh bien on en parlera la prochaine fois, mais il n'y a pas forcément raison de se réjouir de cette décision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Peut-être pas tous les jours, mais je vais essayer de faire au moins 3 ou 4 vidéos par semaine pour parler toujours d'actualité. Allez, bon confinement. À bientôt.